Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Au sommaire de l'actualité, la Centrafrique vote ce dimanche pour élire son président et ses députés dans un contexte tendu. Des groupes armés rassemblés au sein d'une coalition afin d'empêcher les élections ont entamé une descente vers la capitale Bangui. Le président sortant, Faustin Archange Touadéra, appelle au respect de la Constitution. Vous l'entendrez dès le début de ce journal. Installation ce 22 décembre des premiers conseillers régionaux de l'histoire du Cameroun, une étape censée parachever le processus de décentralisation et mettre fin à la crise anglophone, considère le gouvernement camerounais. Dernière ligne droite pour les préparatifs du championnat du monde masculin de handball. Une trentaine d'équipes sont attendues. Coup d'envoi de la compétition le 14 janvier en Égypte. Journée de vote sous haute tension en Centrafrique. C'est dans ce contexte que les élections se tiennent ce dimanche. La présidentielle et les législatives. Les groupes armés ont entamé une descente vers la capitale Bangui. Des patrouilles de casques bleus et de soldats centrafricains et rwandais patrouillent actuellement la capitale dans tous les quartiers. Les observateurs indiquent qu'une faible partie des électeurs pourront se rendre aux urnes. Dans ce pays aux 2/3 sous la coupe des groupes armés, je vous propose d'écouter le président sortant Faustin Archange Touadéra, l'un des candidats à cette présidentielle. Il appelle au respect de la Constitution. Écoutez. Dans tous les pays modernes aujourd'hui, le mode de choix des dirigeants, c'est les élections. Ce sont les élections. Donc, pourquoi empêcher? Si on veut être président de la République, il faut se soumettre aux élections, de demander aux populations qui acceptent de vous faire confiance. Alors, pourquoi la violence? Et aller aux élections, il y a des règles. La Constitution et le Code électoral a défini les règles qu'il faut respecter. Journée électorale également au Niger. 7,5 millions d'électeurs sont attendus aux urnes ce dimanche pour un double scrutin, la présidentielle et les législatives. 30 candidats sont en lice pour l'élection présidentielle. Parmi les candidats, on compte Mohamed Bazoum, candidat du pouvoir et ancien ministre de l'Intérieur et des Affaires étrangères. Le général Salou Djibo, ex-chef de la junte militaire au pouvoir de 2010 à 2011. Il y a également Seyni Oumarou, le dirigeant du Mouvement national pour la société de développement, ou encore l'ancien président Mahaman Ousmane. Depuis le 22 décembre, les 900 conseillers régionaux élus le 6 décembre ont pris officiellement leurs fonctions au Cameroun, maillon indispensable du processus de décentralisation qui consacre notamment un statut spécial aux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Retour sur le parcours de cette nouvelle disposition prise par le gouvernement camerounais en quête d'une solution face à la crise dans les régions anglophones. Mildred Diamond. Un pas de plus vers la démocratie au Cameroun. Le 24 décembre 2020, le président Paul Biya a signé un décret déterminant les modalités de l'exercice des fonctions des conciliateurs publics indépendants dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du pays. Ce décret est conforme à la loi du 24 décembre 2019 portant Code général des collectivités territoriales décentralisées qui recommande l'institution dans ces régions d'une autorité régionale indépendante. Le nouveau décret du président camerounais Paul Biya s'inscrit dans la continuité d'apaiser les tensions dans les régions dites anglophones. Dans cet acte, on peut comprendre une volonté manifeste à désenclaver toutes les poches de résistance à la résolution de la crise dite anglophone. Et cela se conclut par une forme d'effectivité dans le management politique des autorités camerounaises qui tendent à tendre le bras aux autorités amazoniennes afin de trouver une forme de consensus dans la forme de l'État dont tout le monde souhaite pour une forme d'apaisement. S'inscrivant dans cette logique, le conciliateur public indépendant désigné pour un mandat de 6 ans devrait examiner et régler à l'amiable les litiges opposant les usagers à l'administration régionale, défendre et protéger les lois et libertés des citoyens, mettre en œuvre les mesures de lutte contre la discrimination, mener toute investigation sur le fonctionnement des services publics régionaux et de dresser un rapport sur les relations du conseil régional avec les citoyens dans l'exercice de ses fonctions.
Ce décret pourrait se concrétiser si et seulement si il existe une réelle volonté politique à vouloir pacifier cette crise, que ce soit du côté des autorités gouvernementales et ou que ce soit des entités amazoniennes. De toutes les façons, l'enlisement ou le prolongement de cette crise semble constituer un fardeau moral et politique et ensemble, il convient de trouver une solution adaptable et adaptée qui puisse convenir pour une sortie de crise plus équitable pour les deux parties. Le nouveau bureau, composé de 20 membres et dirigé par le conciliateur public indépendant, peut être saisi par toute personne qui s'estime lésée dans ses droits et libertés ou victime d'une discrimination directe ou indirecte. Selon des observateurs, ce décret marque le début de l'ère du statut spécial dans les régions anglophones du Cameroun et devrait contribuer à la résolution du conflit en cours dans ces régions. La République démocratique du Congo s'est récemment dotée d'une task force destinée au développement des zones urbaines. Il s'agit de renforcer notamment les infrastructures. 4 villes ont été retenues pour le démarrage du programme. Reportage en RDC signé Jacques Mboka. Avec ces 26 provinces et plusieurs villes dont beaucoup ne répondent pas aux standards internationaux, la République démocratique du Congo a lancé en 2020 un projet de développement urbain. À cette occasion, une task force municipale a été installée le 5 novembre. Financé par la Banque mondiale, le projet vise dans un premier temps 4 villes pilotes. La mission principale, c'est d'apporter un appui aux maires dans l'amélioration de la gouvernance des villes. Ce sont de jeunes cadres, pour certains, qui ont été formés, qui ont une certaine expertise et qui viennent nous aider à améliorer certains aspects de développement de nos villes. Dans un pays sous-continent qui s'est lancé dans la décentralisation depuis 2015, plusieurs villes sont loin de remplir les conditions de la modernité. C'est donc un grand défi qui nécessite un réel engagement, notamment des maires des villes et leurs équipes. Ce qui a justifié la tenue d'un atelier de renforcement des capacités du 4 au 5 novembre à Kinshasa. Qu'il me soit permis d'exprimer notre satisfaction d'avoir atteint les objectifs que nous avions fixés à cet atelier, à savoir rassembler les maires et leurs équipes de task force pour leur faire comprendre à la source et avant leur déploiement dans leurs villes respectives les concepts des task force municipales. Pour ces projets, le PDU, projet de développement urbain, a bénéficié d'un accord de financement de la Banque mondiale d'un montant total de 190 millions de dollars. La première phase du projet concerne les villes de Bukavu, Goma, Matadi et Kikwit. Il est prévu la réalisation des plans d'architecture et d'urbanisation pour la construction des infrastructures de base. L'art à l'heure du Covid-19, difficile pour les acteurs du secteur confrontés à cette question. Le marché de l'art peut-il survivre à cette crise? Au Togo, l'effet immédiat est encore difficile à estimer, mais sur place, certains artistes, vous allez le voir, tentent tant bien que mal de trouver des solutions. Reportage, Aimé Fakofi. Maouko Abossé, cet artiste peintre togolais expose ses toiles dans une galerie à Lomé jusqu'au 31 janvier 2021. Malgré la pandémie au coronavirus, il espère faire beaucoup de chiffres d'affaires. Et pour mettre toutes les chances de son côté, il expérimente un partenariat qui lui permet aujourd'hui de vendre en ligne ses toiles. Une fois que vous allez sur Africrea, www.africrea.com, vous allez sur, dans l'angle, il y a l'angle de recherche, vous tapez Maouko Abossé. Vous allez voir mes œuvres, nos jours oubliés, toute la collection est sur ça, avec les détails, prix et tout. Avant, c'était les expositions et puis ici que je vendais, mais maintenant, avec Covid, tout est au ralenti, comme vous l'avez dit. L'art visuel n'est pas le seul à être impacté par la pandémie. C'est tout le secteur culturel qui se réinvente. Mais cela ne saurait réussir sans la prise de conscience, surtout des artistes eux-mêmes, sur les défis de l'heure. Beaucoup ne sont pas rodés dans tout ce qui est Internet. Beaucoup ne savent pas ce qu'on appelle le streaming. Beaucoup ne maîtrisent pas la vente en ligne. Beaucoup ne savent pas qu'ils peuvent faire beaucoup d'affaires en restant chez eux. Donc, il faut repenser tout cela.
Il faut encadrer les jeunes, il faut les former, Nous pensons que c'est le cœur du succès. À ce jour, aucun chiffre officiel n'est disponible s'agissant de la contribution du secteur culturel à l'économie nationale. Pourtant, cette contribution existe. En 2011, le Togo a adopté sa politique culturelle aux fins de promouvoir la dimension culturelle de ce secteur et le rendre accessible à tous. Mais sa mise en application effective pose problème. Depuis 2013, plus de 1,8 milliard francs CFA ont été débloqués par l'État pour soutenir la culture togolaise. Du sport à présent, avec le championnat du monde masculin de handball, la compétition doit s'ouvrir le 14 janvier en Égypte. Nouvelle édition de cet événement qui, dans un peu plus de 2 semaines, va réunir 32 sélections, les meilleures équipes nationales masculines. Le point avec José Douglas. Du jeudi 14 au dimanche 31 janvier 2021, tous les regards seront tournés vers l'Égypte pour ce championnat du monde masculin de handball, avec les meilleures équipes nationales du monde, comme chaque 2 ans, et ce sous l'égide de la Fédération internationale de handball. 9 nations, toutes européennes, ont remporté l'épreuve. Seul le Qatar a terminé sur le podium en 2015. Tirage au sort du premier tour où nos pays seront dans les groupes suivants. Le Cap-Vert, un groupe A avec l'Allemagne, la Hongrie et l'Uruguay, un groupe B, la Tunisie avec l'Espagne, le Brésil et la Pologne, l'Angola, un groupe C avec la Croatie, le Qatar et le Japon, les RDC, un groupe D avec le Danemark, l'Argentine, le Bahreïn, un groupe F, l'Algérie et le Maroc avec l'Islande et le Portugal, un groupe G, l'Égypte avec la République tchèque, le Chili et la Suède. L'Algérie qui poursuit sa préparation en Europe pour mieux se tester. Tout a été ficelé concernant ce premier stage à l'étranger. Nous allons jouer à 2 reprises face à la Pologne avant d'aborder le tournoi de Varsovie du 27 au 29 décembre. La Biélorussie a déclaré forfait et sera remplacée par la Suisse ou l'Égypte, selon les derniers échos. L'équipe d'Algérie suit un stage à Alger depuis le 1er décembre. Sous la houlette de son sélectionneur, le Français Alain Porte, et après plusieurs mois loin de la compétition en raison de la pandémie de coronavirus. Les joueurs travaillent dans les meilleures conditions, ils sont motivés. Grâce à ce stage en Pologne, ils vont pouvoir rejouer et retrouver leurs sensations. Les Algériens débuteront la compétition contre le Maroc le 14 janvier avant d'affronter respectivement l'Islande le 16 puis le Portugal le 18. Gare à la défaite lors du premier match, les Verts d'Algérie qui signent aussi leur retour sur la scène mondiale après avoir brillé par leur absence lors des éditions de 2017 en France et 2019 en Allemagne et au Danemark. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.